Bonjour à tous et bienvenue. Des millions de produits et de systèmes utilisés pour produire l'électricité ou qui utilisent l'électricité et contenant de l'électronique bénéficient de l'encadrement de la Commission électrotechnique internationale. Plus de précisions dans ce numéro, ça fait l'actualité. Alors, que signifie l'électrotechnique et quels sont les enjeux pour la Côte d'Ivoire? Les explications de Siaka Kone. L'ISE, Commission électrotechnique internationale, est un organisme international non gouvernemental de normalisation électrotechnique et à but non lucratif. Elle est chargée de l'élaboration des normes internationales consensuelles et aussi leur publication dans divers domaines, notamment l'électricité, l'électronique et les technologies associées. Depuis la création de la Commission électrotechnique internationale en 1906, l'organisme réalise des exploits tant au niveau de l'adhésion des États que des résultats obtenus. Dans chacun des 174 pays membres à travers le monde, la Commission électrotechnique internationale est représentée par un comité national. En Côte d'Ivoire, le CELESI, Comité électrotechnique Côte d'Ivoire, représente la structure mère. À ce titre, le comité électrotechnique participe aux activités des structures de normalisation et de conformité électrotechnique. Le CELESI est présidé par Côte d'Ivoire Énergie, tandis que le secrétariat est assuré par Codinorm. Le comité électrotechnique ivoirien est composé, entre autres, du ministère du pétrole et de l'énergie avec la direction générale de l'énergie, des entreprises du secteur de l'électricité, du monde universitaire, des sociétés chargées des télécommunications et de navigation aérienne. À ce jour, le secteur de l'électrotechnologie occupe une place prépondérante dans le tissu industriel de la Côte d'Ivoire. À preuve, son rôle stratégique de soutien de la croissance de l'économie nationale. Il constitue un secteur porteur doté de potentialités d'exportation assez importantes, d'où le regard très attentif des autorités sur ce secteur. L'électrotechnique joue un rôle primordial dans la société moderne. Elle est présente au quotidien au travers d'objets et d'équipements devenus indispensables à nos modes de vie. Les installations électriques des bâtiments et travaux publics, les équipements individuels, les équipements professionnels et l'industrie n'est pas en reste, font tous appel à cette technologie. Alors, quelles sont les règles qui régissent l'électrotechnique? Quels sont les enjeux autour de cette thématique? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir M. Philippe Metzerk, secrétaire général de la Commission électrotechnique internationale. Bonjour et bienvenue. Bonsoir, madame. Merci. Alors, dans l'élément, on a eu déjà une définition de cette thématique, l'électrotechnique. Quelle serait la vôtre? Comment définirez-vous l'électrotechnique? Je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve partout dans notre vie quotidienne, qui fait fonctionner notre vie. En fait, on peut même dire qui maintient les lumières allumées. Et ça va au-delà, bien sûr, avec l'évolution et la révolution technologique. Mais essentiellement, ça permet que des systèmes et des appareils soient compatibles, qu'ils soient sûrs, qu'ils soient également de plus en plus efficaces. Et, in fine, je pense spécialement important dorénavant, qu'ils soient durables. Et avec ce qu'on fait à l'IEC, ce que font nos membres, leurs experts, ça permet d'avancer dans ce sens-là. Alors, votre institution, donc la Commission électrotechnique internationale, se trouve en Suisse, si... Alors, le siège est à Genève, mais je pense que c'est extrêmement important. On est une institution globale. On a 174 membres partout ou affiliés partout dans le monde. Et il est très important pour nous d'être proches du terrain. Et de ce fait, on a ce qu'on appelle des bureaux régionaux partout dans les continents. En Afrique, c'est un bureau régional qui est basé à Nairobi, mais qui couvre l'intégralité du continent. Alors, qui compose justement cette commission électrotechnique? Ce sont les États qui sont les parties prenantes? Alors, ce ne sont pas les gouvernements. On est une institution internationale non gouvernementale qui rassemble beaucoup de parties prenantes, mais effectivement, chaque pays reconnu par l'ONU doit être représenté à travers ce qu'on appelle un comité électrotechnique. Et ce comité national regroupe toutes les parties prenantes dans le secteur de l'électrotechnique et l'électronique dans un pays pour qu'il y ait vraiment une inclusivité de tout ce secteur et ensuite qu'il y ait une voix de ce pays au sein de l'IEC avec les autres pays qui sont membres. Alors, quel est le rôle de votre institution?
Le rôle, c'est d'élaborer des normes internationales, globales. On fait ça depuis 1906, quand on a été fondé. Justement des normes qui satisfassent à toutes ces aspirations, à tous ces objectifs que j'ai déjà mentionnés. Et c'est des normes, bien sûr, qui évoluent rapidement avec notre environnement technologique. Et en même temps, je pense que c'est une spécialité pour l'IEC. On a des systèmes de conformité parce que c'est une chose d'avoir une norme, mais après, c'est l'autre de la respecter et de donner aussi une garantie que le produit satisfasse aux exigences de la norme. Alors, on va revenir justement, vous parlez de votre ancienneté. Ça fait plus d'un siècle que vous existez. Et on regarde justement des évolutions technologiques, notamment ces dernières années, qui ont fait un boom incroyable. Est-ce que l'électricité demeure quand même la principale activité de la Commission? Est-ce que c'est le sujet qui est le plus traité, malgré toutes les nouvelles technologies? C'est clair qu'au cœur de notre organisation, on s'occupe de tout ce qui est électrotechnologie et de plus en plus, bien sûr, aussi d'électronique. Mais tout ce qui a trait à l'électricité, c'est notre fonds de commerce, si je peux ainsi dire, même si on n'est pas une entreprise commerciale. Et je pense qu'il est important dans ce contexte-là, c'est que non seulement nous focalisons sur ça, mais nous collaborons également avec d'autres institutions, telles que l'ISO, par exemple, où on a des comités techniques, parce qu'on a souvent des domaines où il y a de l'électrotechnologie dedans, mais aussi d'autres domaines. Et je pense que ça, c'est une évolution qui est importante. On ne peut pas tout faire. On a une vocation globale. On est reconnu comme une des 3 grandes institutions de normalisation mondiale à côté de l'ISO et de l'Union internationale des télécommunications, mais on collabore avec de plus en plus de partenaires. Alors, quel est finalement l'objectif de votre institution? Parce que dans les textes, on a l'impression que vous cherchez à harmoniser finalement ce secteur dans les différents pays, mais force est de constater une grande disparité pour des aspects précis dans les différentes nations. Déjà, pourquoi ça demeure, ces disparités? Je pense que ça demeure parce qu'essentiellement, nos normes ne sont pas contraignantes, c'est des normes volontaires. Donc s'il n'y avait pas une volonté mondiale à travers tous ces pays et leurs experts, de vouloir créer de telles normes, parce qu'il y a un vrai besoin pour l'industrie, pour la société, pour les échanges aussi et la durabilité, ça ne se ferait pas. Et je pense que c'est ça aussi le succès dans l'historique de notre organisation, c'est qu'on fait toujours quelque chose que veulent les membres. On est une organisation qui est entièrement basée sur les membres. C'est les membres qui décident quelle est l'orientation future et c'est les membres qui décident quelles sont les priorités de travail. Mais qu'en a-t-il du consommateur, nous autres? On a aussi des attentes, des exigences. On va parler des aspects très importants, sécuritaires, parce que c'est peut-être la base, et puis aussi par rapport à l'évolution de l'aspect environnemental. Il y a un phénomène dont on parle de plus en plus, qui est celui de l'obsolescence programmée. Je précise aux téléspectateurs que c'est finalement quelqu'un qui va produire un produit, justement, en limitant sa durée de vie pour qu'on l'achète rapidement. Vous voyez, c'est un peu de la filouterie. Là aussi, ce sont des sujets dont vous traitez, et si oui, de quelle manière? Oui, alors si je peux d'abord rebondir sur ce dernier point de l'obsolescence, je pense que l'économie circulaire est une force très forte dans notre stratégie de l'avenir. Parce qu'on doit contribuer à un monde beaucoup plus durable, c'est un de nos 3 piliers stratégiques. Et si on ne fait pas ça à travers des normes aussi qui facilitent le recyclage, qui facilitent la réutilisation ou la réexportation, à ce moment-là, on a failli à notre devoir de contribuer à cette durabilité. Donc je pense que c'est très important et je pense comme souvent, comme consommateur, ça c'est l'autre aspect que vous avez soulevé, quand on n'est pas confronté à un problème majeur ou problème direct dans sa vie quotidienne, on ne réfléchit pas tellement en termes de ce qu'il y a derrière. Et typiquement, si vous avez des objets qui vous sont chers, des objets électrotechniques, moi par exemple, je suis un fan de CD et j'ai des anciens lecteurs CD qui fonctionnent malheureusement plus et que je ne peux plus faire réparer, je pense là, il y a clairement aussi un attrait, une plus-value majeure pour les consommatrices et consommateurs qui puissent davantage continuer à utiliser ce qui leur est cher. L'objectif, à vous écouter, c'est de faire en sorte, par exemple, que nos téléviseurs n'aient plus une durée de vie de 5 ans, 4 ans, 10 ans, mais qu'on puisse, grâce à l'économie circulaire, peut-être le réexploiter autrement, en tout cas nous permettre d'avoir une durée plus longue.
Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste ou un fabricant de téléviseurs. J'imagine qu'un fabricant de téléviseurs aimerait avoir toujours le dernier modèle qu'il peut offrir à sa clientèle. Mais je pense qu'il est vraiment important dans ça, c'est de recycler, pour au moins recycler les matières qui sont dans ces téléviseurs et qu'on ne les jette pas simplement à la poubelle. Je pense que l'Afrique est un continent qui est particulièrement touché aussi par ce fléau des déchets électriques. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on a maintenant lancé un nouveau projet pour pouvoir utiliser des nouvelles technologies à, par exemple, réutiliser, recycler des batteries. Alors, on a donc l'aspect de la sécurité qui est primordial, hein, puisqu'on parle d'électrotechnique et on parle donc d'électricité parfois. Là aussi, comment pouvez-vous nous garantir, nous autres encore consommateurs, la sécurité de tous ces appareils qu'on utilise au quotidien ? Alors, garantir, c'est évidemment une ambition qui va très loin. Toujours est-il que ce que l'IEC peut faire, elle peut offrir une plateforme où toutes les parties prenantes qui ont des différents besoins aussi, parfois des besoins aussi régionaux ou des besoins qui relèvent des conditions climatiques, par exemple, qu'on ait une plateforme où tout le monde peut participer, peut contribuer, peut surtout aussi mettre sur la table ses besoins et qu'ensuite, selon les règles de l'art, toutes ces expertes et experts, on en a 30 000, plus que 30 000, qui contribuent au travail de l'IEC, puissent trouver des solutions qui soient vraiment des meilleures pratiques et des meilleures solutions qui soient stables et sûres. Mais on dirait un benchmark puisque vous n'avez pas d'aspect contraignant. Donc, voilà, comment on fait pour garantir? Déjà, est-ce qu'un objet issu de l'électrotechnique, est-ce que comme pour les médicaments, est-ce qu'on se dit qu'il y a des effets secondaires? En tout cas, vous acceptez une marge d'erreur parce qu'on voit des fois des scandales avec des appareils, que autant bien dans l'automobile ou autre domaine, il y a des couacs. Alors, est-ce que vous intégrez l'idée qu'il puisse avoir des failles et que ça fasse partie d'une série ou quand on a une norme venant de vous, il y a une garantie à 100%. Et s'il y a une erreur, c'est qu'elle remonte dès l'origine. En tout cas, je peux que parler de ma propre expérience. Heureusement, tant que j'ai été à l'IEC, on n'a pas eu cette situation où des normes auraient eu des failles majeures qui auraient après eu des conséquences néfastes, même au niveau de la santé à la limite. Et donc, j'insiste beaucoup sur ce processus qui est très inclusif, qui met les parties mondialement autour d'une table et qui, je pense, est la meilleure garantie, si on veut parler en termes de garantie, à ce qui est un processus extrêmement pointueux, extrêmement précis. D'ailleurs, on nous reproche parfois que ces normes prennent trop de temps à être élaborées. C'est bien sûr un facteur qui devient de plus en plus pressant aussi dans le monde numérique. Mais toujours est-il que, je pense, on est connu, l'IEC est connu de sa précision et de la qualité, finalement, de ces normes, mais aussi des systèmes de conformité. Vous êtes venu à Abidjan pour rencontrer deux de nos ministres. Il s'agit du ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Souleymane Diarra-Souba, et du ministre des Mines, du Pétrole et des Énergies, M. Sangafowa Coulibaly. Je vous propose de revenir sur vos échanges ce matin et on continue cette conversation. En fait, oui, voilà. Depuis plusieurs années dans des processus de certification ou de normalisation. Aujourd'hui, en fait, la visite de nos amis de l'UEC nous reconforte parce que, comme vous le savez, notre structure nationale de certification et de normalisation qui est Codinorm est membre de l'UEC. Ce qui démontre que pour tout ce qui concerne les activités électriques et électrotechniques, Codinorm travaille à ce que, en fait, les normes qui ont été éditées en Côte d'Ivoire, qui sont en phase avec les standards internationaux, puissent être respectées par nos industriels et par nos importateurs. Parce que cela permet en fait de pouvoir protéger notre industrie locale, de pouvoir préserver la santé des populations et de pouvoir préserver en fait l'environnement. Nous sommes dans le domaine de l'électrotechnique. Tout ce qui est outils, matériel, instruments électrotechniques, et vous savez, c'est un domaine très pointu. Donc, qui nécessite une grande expertise. Donc, nous voulons déjà que par cette organisation, on puisse mettre à niveau l'expertise nationale dans ce domaine, définir avec eux des normes, et puis ces normes vont permettre premièrement de gagner en efficacité, ce qu'on appelle l'efficacité énergétique,
C'est pour cela que nous sommes heureux de recevoir la délégation et de savoir qu'elle travaille en parfaite harmonie avec les structures nationales. Et nous avons dit que nous souhaitons qu'ils puissent revenir ici de temps en temps pour qu'ensemble, nous puissions mesurer les progrès réalisés. Alors, quelle était finalement la tenue de vos échanges entre nos autorités et votre institution ? Bon, c'est des échanges qui ont commencé ce matin. On se réjouit beaucoup de pouvoir poursuivre ça demain aussi au niveau des équipes de travail. Je pense qu'il s'agissait tout d'abord avec les ministres de s'échanger sur les orientations stratégiques. On a très bien entendu de part et d'autre, du ministre du Commerce mais aussi de l'Énergie, quelles sont les considérations principales de leurs perspectives. Et puis, c'est sur cette base-là qu'on va approfondir nos discussions avec le comité national, justement ce comité national de la Côte d'Ivoire qui regroupe toutes les parties prenantes afin que nous puissions en plus en détail élaborer les priorités aussi pour la Côte d'Ivoire dans nos travaux futurs. Et ces échanges sont, comme on aime dire, gagnant-gagnant, c'est-à-dire que vous nous donnez des conseils, mais nous aussi, on apporte une expertise ou une spécificité de notre pays ou de notre environnement. C'est ça, le but ? Absolument. Alors, je serai un peu prudent sur la notion de conseil. Moi, je ne suis pas venu pour donner conseil. Moi, je suis venu pour expliquer où en est actuellement, où en sont toutes ces discussions sur les différents domaines au sein de la communauté IEC, globalement, mondialement, et puis d'autre part, de constater et d'écouter et de discuter avec le comité ivoirien quelles sont ses priorités. Parce qu'après, à la fin, ça c'est notre mandat comme secrétariat, on doit trouver un terrain d'entente où tous les membres de tous les pays puissent trouver un consensus ou en tout cas un dénominateur commun pour élaborer les normes et appliquer les systèmes ou développer les systèmes de conformité. Donc c'est essentiel dans ma fonction. Je voyage dans beaucoup de pays. J'ai actuellement une priorité sur l'Afrique parce que je pense que l'aspect de l'inclusion est devenu encore plus important dans notre stratégie et on se réjouit beaucoup d'être là parce que franchement le comité national de l'Ivoire fait un excellent travail. Il y a une très bonne collaboration aussi avec Codinorm en termes des institutions, ce qui reflète aussi notre esprit comme IEC. On ne peut pas faire les choses tout seul, il faut qu'on collabore. Alors l'autre aspect aussi primordial en plus de la sécurité, c'est quand même l'aspect commercial. Tous ces produits ne sont pas sur le marché à titre gracieux. Et cette commercialisation, justement, on voit est-ce que ça freine c'est-à-dire que si les normes ne sont pas respectées, ça va empêcher d'accéder à d'autres marchés. C'est aussi l'impact de votre travail ? Absolument, les normes sont fondamentales et les systèmes de conformité aussi pour les échanges internationaux. La première institution à le reconnaître, c'est l'Organisation mondiale du commerce qui fait référence dans ses textes aux normes qu'on fait à l'IEC, à l'ISO, à l'UIT dans des instances globales de normalisation. Et si ça ne fonctionne pas, non seulement nous avons après une sorte d'effet spaghetti tous azimuts où les différents équipements et les installations sont plus compatibles, mais en plus ça entrave aussi après la question de la confiance. Je pense que la confiance est essentielle dans ce qu'on fait. Notre enseigne, lorsqu'elle est apposée sur un produit, veut dire qu'on peut avoir confiance parce que c'est quelque chose qui est très élaboré, qui a été fait l'objet d'un processus de consensus aussi. Et je pense que ça, c'est crucial pour la suite et aussi pour les marchés. Mais est-ce que la disparité, c'est forcément une source d'inquiétude ou d'insécurité ? Est-ce que peut-être certains systèmes sont plus adaptés à certaines réalités, mais fonctionnent aussi ? Absolument. Je vais prendre l'exemple des prises. Oui. Quand on va aux États-Unis, l'embout est rectangulaire. Quand on est en France, il est rond. En Côte d'Ivoire, il est rond. D'autres pays d'Afrique, ils sont aussi rectangulaires. Et on se dit quand même, au bout d'un siècle, vous n'avez pas réussi à... pas contraindre, ce n'est pas votre rôle, mais vous n'avez pas réussi à harmoniser ces prises électriques. Pourquoi ? Ça, c'est la grande question. Et je pense que c'est un exemple qui montre ce qui se passe si on n'essaie pas de normaliser suffisamment tôt. C'est évident qu'il y a un aspect d'innovation. Et les différents acteurs économiques, aussi des entreprises ou des gouvernements, veulent bien sûr avoir un environnement qui est propice à la concurrence, que des nouvelles idées soient créées par les acteurs économiques. Mais en même temps, je pense que tout acteur économique, à un moment donné,
se voit dans un système de commerce ou de cohésion plus large et exprime des besoins de normalisation. Et si on fait ça trop tard, il y a en fait un peu la force des faits sur le terrain qui se déploie et qui font que là, aujourd'hui, je pense que ce serait extrêmement difficile, voire impossible, de revenir en arrière et donner à tout le monde la même prise électrique, malheureusement. Mais encore une fois, cette disparité n'est pas signe d'insécurité dans un pays ou dans un autre, par rapport à l'exemple que j'ai donné là. Non, là, c'était évidemment un peu une entrave pour tous les utilisateurs, mais ça ne veut pas dire... Oui, ça nous oblige à acheter des adaptateurs à chaque fois. Oui, exactement. Qui ont une consommation très ponctuelle et qu'on n'utilise pas après. Mais là aussi, si je peux peut-être juste ajouter un point, on a quand même parfois des bonnes nouvelles. Vous avez entendu qu'au niveau des chargeurs pour les téléphones mobiles maintenant, je pense qu'il y a vraiment là un standard mondial auquel l'IEC a aussi contribué, qui je pense, est maintenant, doit être accepté par tous les fournisseurs, à ce que les utilisateurs n'aient pas besoin de charger à chaque fois avec un autre câble ou une autre prise. Oui, on pense à la grande marque à la pomme qui contraignait ses clients d'avoir des produits spécifiques qu'on ne pouvait pas utiliser avec d'autres appareils. Et on a aussi on a vu l'avènement des ports USB un peu partout, que vous ayez à l'aéroport ou que vous ayez. On a les prises habituelles et on a l'USB. Là aussi, vous avez contribué à cette harmonisation, cette généralisation de ce système. Oui, tout à fait. Donc c'est aussi votre rôle. Ça, c'est aussi notre rôle. On ne veut pas du tout restreindre l'innovation et la compétition. Au contraire, mais je pense souvent les normes aussi permettent après qu'il y ait plus d'acteurs qui entrent dans le marché et qui offrent des solutions aux consommateurs, consommatrices et consommateurs. Mais bien sûr, c'est aussi notre rôle de trouver des solutions globales. C'est notre vocation. On est une institution mondiale. Mais quand on parle justement de commercialisation, on parle d'industrie, on parle de business. Et comment comprendre qu'une structure ait envie de partager sa connaissance, son innovation et voir peut-être un potentiel brevet avec d'autres? Quel serait l'intérêt d'un professionnel de faire ça? Participer aux activités de l'IEC ne veut pas dire vider ses brevets ou sa propriété intellectuelle de sa substance. Mais toute entreprise avec autant de brevets dont elle dispose a besoin à un moment donné de créer des interfaces et de harmoniser les interfaces pour pouvoir faire des échanges et pouvoir être accepté dans le monde entier. Et je pense que ça, c'est vraiment le complément, la vraie valeur ajoutée. On n'est pas du tout là pour dire on n'a plus droit à une propriété intellectuelle. Au contraire, on est là pour servir là où les acteurs sont bien intéressés d'avoir une harmonisation et une normalisation. Alors, il y a un autre aspect. On a dit d'abord sécuritaire qui est primordial. On vient de parler de l'aspect commercial, mais il y a aussi l'aspect environnemental. Oui. Aujourd'hui, qui s'impose à tous dans les règles, les réglementations, les normes. Et l'électrotechnique semble être un domaine qui n'est pas très compatible avec l'environnement, en tout cas, qui ne participe pas à l'atténuer, le changement climatique et autres. Vous êtes quand même associé à beaucoup de déchets électroniques et autres, et avec des risques pour l'environnement, aussi pour les populations. Comment vous faites ? Je pense que tout dépend de la perspective. Alors, bien sûr, on peut dire qu'il y a des déchets électriques et tout ça, c'est un problème, je l'ai mentionné. D'ailleurs, on essaie aussi de contribuer à résoudre ce type de constellation. Mais je pense fondamentalement, et ça c'est le premier pilier de notre stratégie, c'est de dire l'IEC contribue et facilite, en fait, rend capable une nouvelle société, économie numérisée et électrique. Panel-électrique, si vous voulez, parce que si vous réfléchissez en termes de transition énergétique, si vous réfléchissez en termes de problèmes de climat que nous avons, je pense que l'électrotechnologie, l'électrique, nous donne énormément de pistes d'avenir pour pouvoir se départir de ce qui a pollué jusqu'à présent le monde. Et là, je pense qu'il y a un énorme potentiel. Donc là, ça c'est un de nos grands thèmes actuellement en lien avec la durabilité. Donc je pense qu'il y a deux aspects. Il y a bien sûr, il faut avoir des normes qui existent déjà plus durables aussi. Il faut les modifier. On a souvent des normes qui évoluent assez rapidement en nouvelles moutures. Et en même temps, fondamentalement, si on peut mettre à disposition des normes et des systèmes de conformité aussi pour les énergies renouvelables typiquement, avec l'électricité, au fond, on contribue grandement, encore plus que dans le passé, à la durabilité. On a l'impression que c'est un peu sans fin. Je pense que l'exemple le plus concret, c'est par rapport aux véhicules et la voiture dit électrique.
qui s'est plus ou moins imposé dans les pays occidentaux. Nous n'en sommes pas encore à ce niveau. Mais on entend dire que le problème qui est sous-jacent, ce sera les batteries. Et généralement, l'Afrique, qu'on le veuille ou non, est le réceptacle de tous les déchets des autres pays. Donc là aussi, on a l'impression que c'est toujours une fausse bonne idée ou une fausse solution. En tout cas, c'est la vision qu'on en a. Que répondez-vous? Je pense qu'on peut être pessimiste ou optimiste. Moi, j'ai tendance à être plutôt optimiste parce que notamment sur les batteries, il ne faut pas oublier qu'il y a une énorme évolution en termes de technologie. Et je pense plus que ça avance, plus que les entreprises et les acteurs font des progrès dans ça, plus ils auront aussi un intérêt, je pense, à créer des normes qui soutiennent un écosystème de batteries qui soit vraiment durable. Donc vous êtes optimiste? Moi, je suis optimiste. Alors, encore quelques mots peut-être pour le quotidien des gens. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on utilise de nos jours, finalement, passe par cette commission qui a une réflexion permanente sur le monde de demain. On voit intervenir l'intelligence artificielle et autres. C'est ça le futur. C'est ça le futur de notre quotidien. Il y a déjà des voitures sans chauffeur. On doit s'attendre à quoi? On va passer à la science-fiction ou... Alors, moi, je pense qu'on essaie de faire tout le contraire de la science-fiction à l'IEC. Et si vous prenez l'exemple de l'intelligence artificielle, on a un comité majeur, comité technique communément avec l'ISO, qui s'occupe des aspects non seulement d'électronique au plus large sens du terme, mais spécifiquement un sous-comité sur l'intelligence artificielle. Et je pense que nous constatons aujourd'hui dans le débat sur l'AI spécialement, c'est qu'il y a un problème de confiance et un problème de transparence, de comprendre ce qu'il y a derrière ces systèmes, parce que la potentialité, elle est énorme de l'AI. Il y a bien sûr aussi des risques, et tout le monde en parle, et il y a très récemment eu une grande conférence internationale aussi. Et là, nous sommes vraiment, je pense, bien positionnés avec notre système qui est inclusif et notre système basé sur le consensus, de pouvoir contribuer à éclaircir, à rendre plus transparents des systèmes. Nous avons déjà pas mal de normes transversales qui facilitent cette compréhension, et en même temps, dans des secteurs bien définis, électrotechnologie, verticalement, il y a aussi des comités techniques chez nous qui élaborent des normes très spécifiques par rapport à certains produits qui utilisent de l'AI. Ce sera la fin de cet entretien. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, d'avoir répondu à toutes nos questions, et on vous laisse poursuivre vos échanges avec les autorités de notre pays. La Côte d'Ivoire se porte bien? Je trouve qu'elle se porte extrêmement bien et je me réjouis d'intensifier ces contacts ces prochaines années. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Restez sur RTI 1.